de la capsule, Stéphane Roy. Donc, merci Stéphane, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Mon nom est Stéphane Roy. Je suis infirmier au CRAN depuis une vingtaine d'années. Donc, je suis aussi formateur depuis de nombreuses années aussi pour la formation sur les troubles de l'usage au niveau des opioïdes. Donc, je déclare formellement que je n'ai pas de conflit d'intérêt réel ou potentiel. Est-ce que c'est moi qui... Tu me diras quand changer changer, s'il te plaît. Les diapos parce que je ne peux pas te donner de contrôle. Parfait. On va passer à la prochaine. Donc, les objectifs de la capsule de formation, c'est bien sûr connaître les diverses options de traitement avec les agonistes opioïdes. On va essayer d'identifier les personnes avec un trouble d'usage des opioïdes, particulièrement sur ceux qui reçoivent une prescription d'opioïdes médicamenteux. On va aussi réfléchir un peu à la fin de la capsule sur les attentes et les risques du suivi clinique tout au long du traitement au niveau du TRO. Donc, c'est à quoi on est confronté comme clinicien dans le long cours avec notre clientèle qui reçoit un traitement. Prochaine diapo. Donc, d'emblée, je vous avise qu'il y a une formation qui existe en ligne qui a été développée par l'Institut national de la santé publique, extrêmement pertinente pour l'ensemble des personnes qui travaillent avec les troubles concomitants. Donc, c'est une formation qui est en ligne, donc avec des modules. Il y a une partie asynchrone qui dure 6h30. Et la particularité de cette formation-là, c'est que vous voyez dans un des modules, c'est qu'il y a vraiment un module qui est pour les infirmières, pour les médecins, les intervenants et les pharmaciens, qui est spécifique au traitement. Et il y a la possibilité d'une séance de groupe. Donc, tout le monde soit invité par la suite à assister à un groupe de 2 heures. En vidéo avec un formateur spécialisé dans le champ d'expertise de chacun des professionnels. Prochaine diapo. Donc, je vous recommande également, donc il y a des ressources aussi pour vous aider entre-temps ou complémentaires. Donc, bien sûr, le CRAN qui sont toujours disponibles. Nous, on a un service sans rendez-vous dans nos services à Montréal. Donc, chaque intervenant, les intervenants, que ce soit médecins, infirmiers, pharmaciens, peu importe, infirmières peuvent appeler. On a un service à rendez-vous. Il y a un professionnel qui peut accueillir votre demande et référer aussi également soit un intervenant psychosocial ou un médecin qui est sur place. Je réitère que dans chaque CRD, habituellement dans chaque région du Québec, il y a des personnes qui sont spécialisées au niveau des troubles de l'usage des opioïdes. Il y a bien sûr le CHUM, comme vous pouvez constater, là, qu'il y a même des médecins de garde qui sont disponibles pour consultation, et également l'équipe de soutien clinique organisationnel en dépendance, donc qui sont disponibles aussi pour répondre à vos questionnements. Prochaine diapo. Donc, voici des références aussi complémentaires là, qui peuvent vous aider, particulièrement au niveau des lignes directrices. Donc, c'est vraiment des documents auxquels les cliniciens se réfèrent habituellement dans le suivi au niveau de la clientèle, puis il y a souvent des mises à jour qui peuvent être faites à ce niveau-là. Donc, on va s'arrêter dans un premier temps sur les indices qui peuvent laisser présager un trouble d'usage des opioïdes dans un contexte d'opioïdes médicamenteux. Donc, souvent, c'est un peu plus facile sur le consommateur d'opioïdes, d'héroïne et tout, mais quand on a, par exemple, un patient qui est suivi en santé mentale puis qui reçoit une médication par rapport à un traitement de son médecin de famille, entre autres, donc pas chirurgie ou peu importe. Donc, c'est important au niveau des professionnels de pouvoir être habilités ou de pouvoir identifier les personnes qui peuvent présenter des troubles de l'usage. Donc, bien sûr, quand il y a une modification au niveau des voies d'administration ou un patient qui de multiples sources d'approvisionnement, donc qui fréquente plusieurs cliniques pour avoir des opioïdes, se présente dans les urgences, tout ce qui tourne alentour de la recherche de la médication, des pertes d'ordonnance, des renouvellements précoces auprès du pharmacien, beaucoup de l'insistance sur le personnel pour avoir des opioïdes, même après post-chirurgie. Donc, ça devrait être des indicateurs comme vous, professionnels, de dire est-ce que je fais face à une personne qui a un trouble de l'usage et à partir de ce moment-là, de le référer dans les organismes spécifiques pour pouvoir offrir une offre de service à cet égard. Prochaine diapo. Donc, je trouvais ça important quand même d'emblée pour quand même souligner, je sais que vous êtes au courant, parce que
Ça, c'est l'importance de la prise en charge concomitante au niveau des problématiques en santé mentale et avec les troubles d'usage des opioïdes. Donc, au fond, la vraie question qu'il faut se poser au-delà de toutes ces statistiques, c'est comment on accompagne une personne dans le long cours, parce que vous savez qu'une partie importante de notre clientèle sont en traitement pendant plusieurs années. Statistiquement, au niveau du crâne, nos clientèles, on dessert 650 clients, puis historiquement, depuis 25 ans, 30 ans, les personnes qui se servent au niveau des non-opioïdes, qui reçoivent une molécule par un traitement au niveau du TAO, ça tourne alentour entre 10 et 15 de clientèle qui arrive à se sevrer d'une molécule. Donc, on a beaucoup plus de personnes qui sont maintenues en traitement. Et la question fondamentale, c'est comment on accompagne ces personnes-là dans une approche interdisciplinaire avec des troubles de personnalité antisociale, des troubles de personnalité limite, des troubles anxieux, des états dépressifs et tout ça. Donc, c'est un des grands enjeux qu'on va parler un petit peu plus tard. Donc, je vous rappelle qu'au fond, un des grands principes fondamentaux, c'est quand on identifie qu'une personne fait une demande d'aide pour un trouble de l'usage au niveau des opioïdes. Donc, souvent, on est dans le cycle, la diapo, ce qui est à votre gauche. Donc, au niveau de la consommateur d'urine, c'est vraiment l'escalade, c'est vraiment ce qu'on appelle les montagnes russes de la consommation entre un état d'euphorie et un état de manque. Donc, au fond, le principe de la molécule qu'on prescrit, c'est vraiment d'avoir un état de stabilisation sur une molécule qui a une longue durée d'action, qui permet, entre autres, de ne plus avoir de symptômes de manque associés au niveau des opioïdes sans avoir l'effet euphorisant. Prochaine diapo. Donc, au niveau des molécules, on peut pas, avec le temps qu'on a, je ne peux pas passer beaucoup de temps à tout vous expliquer les molécules, mais au fond, ce que je vais essayer de vous dire, c'est que principalement au niveau de la buprenorphine, on est relativement d'accord dans la nouvelle ligne directrice que la buprenorphine, c'est le premier médicament d'intention qu'on essaie de prescrire le plus possible chez les personnes en début de traitement, surtout sur une nouvelle clientèle. Particulièrement au niveau de ses propriétés, où c'est un médicament qui est sécuritaire, l'induction se fait rapidement. Et ce qui fait qu'après une période souvent de 48 heures, une personne qui a consommé pendant des années, on va le rendre confortable. Donc, la buprenorphine se fait par des comprimés. Les clients prennent de façon sous-linguale. Et il y a aussi la possibilité d'avoir des films où les personnes peuvent se mettre au niveau des joues sous la langue, qui fait qu'il y a moins le goût un peu pas très agréable de la buprenorphine. Et aussi, il y a une meilleure capacité d'absorption. Et dans certains milieux, ça évite aussi le détournement. On peut passer dans le milieu carcéral, par exemple. Au niveau de la buprenorphine, une des bonnes nouvelles, c'est qu'il y a aussi la possibilité d'avoir de l'injection au niveau de la buprenorphine, un peu comme un neuroleptique retard. Donc, à chaque mois, la personne peut se présenter à la clinique ou dans son CSC de secteur ou dans sa pharmacie de secteur pour recevoir une injection de buprenorphine injectable qui dure sur une période à peu près de 28 jours. Donc, ça aussi, c'est quand même, ça fait partie d'un nouvel arsenal thérapeutique qui est intéressant. Il y a aussi, au fond, la méthadone que probablement que vous avez plus entendu, c'est vraiment traditionnellement, depuis plusieurs années, c'est la méthadone qui est prescrite. Une des particularités de la méthadone, c'est qu'il y a un index thérapeutique qui est bas, qui est un peu moins sécuritaire, surtout au niveau du début de traitement. C'est également une molécule qui a plus d'effets indésirables et secondaires. Donc, surtout quand on fait affaire à la comorbidité ou qu'on a plusieurs médicaments psychiatriques, à partir de ce moment-là, ça amène plus de problématiques, même au niveau métabolique et tout. Il y a le Cadian, qui est au fond ce qui est de la morphine à libération lente. Donc, c'est le même principe d'une molécule à longue durée d'action, qui est aussi utilisé depuis un certain temps. Habituellement, quand on a un peu plus d'échecs avec la buprenorphine, avec la méthadone, c'est une proposition qu'on fait. Mais comme il y a des risques avec le mésusage, comme c'est des capsules, les personnes peuvent s'injecter, tout ça, il y a plus, je dirais qu'il y a plus d'encadrement. Les personnes habituellement doivent se présenter plus régulièrement à la pharmacie, qui peut être une contrainte. Donc, habituellement, on le prescrit souvent chez des personnes qui ont beaucoup trop d'effets indésirables au niveau de la méthadone et qui a des échecs de traitement. C'est une alternative et selon certaines études, il y a moins de craving aussi également quand les personnes sont sous Cadian. Je dois également vous parler du traitement agoniste injectable, TAOI, qui existe aussi, qui existe à petite échelle, donc, par exemple à Relais, à Montréal, donc une clientèle vulnérable et tout ça. Donc, on a la possibilité de pouvoir offrir comme traitement une molécule soit avec du dilodide injectable ou de l'héroïne.
Donc, on peut penser que dans un avenir futur, il va y avoir de plus en plus de traitements qui vont s'offrir dans chacun des régions du Québec à ce niveau-là. C'est ce qu'on souhaite. Donc, il y a aussi toute la question de l'approvisionnement plus sécuritaire. C'est que le safer supply, c'est qu'au fond, des personnes qui ont des facteurs de risque à plusieurs overdoses avec la consommation, tout ce qui existe sur le marché noir. Donc, on leur offre la possibilité d'avoir du Dilaudid que les personnes peuvent prendre soit de façon injectable ou par os pour pallier, en plus du traitement, la consommation, parce qu'il y a certains de nos clients, malgré le traitement, qui demeurent des consommateurs actifs. Donc, un des éléments aussi qui est l'offre de services interdisciplinaires. Donc, on rentre vraiment dans le cœur du sujet des défis qu'on rencontre. C'est l'équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance qui a offert ce qu'on appelle le panier minimal de services. Donc, au fond, c'est un ensemble d'éléments auxquels toutes les équipes cliniques qui traitent les personnes avec les troubles de l'usage devraient offrir. Donc, on voit que c'est centré dans un premier temps sur la molécule TAO, bien sûr, mais on voit qu'il y a une multitude d'interventions. C'est-à-dire que ce soit la gestion de la polyconsommation. On sait que nos clients, la plupart consomment plusieurs substances. Il y a toutes des interventions qui tournent sur le dépistage, la vaccination, la contraception. Et un des grands enjeux, c'est comment, dans l'approche interdisciplinaire, on traite la prise en charge de la santé mentale. Quand on a regardé statistiquement toutes les comorbidités qui existent, donc on se rend compte que, bon, comment on traite le trouble anxieux et tout ça en fonction des disponibilités du personnel qui est disponible pour le traitement des troubles d'usage d'opioïdes. Donc, oui, comme nous, comme clinique spécialisée, on a 5 intervenants psychosociaux à temps plein qui travaillent avec nous, on est 5-6 infirmières, on a 6 médecins, et ce n'est pas toujours la réalité dans certains secteurs, dont dans les GMF. Est-ce que la possibilité d'avoir des intervenants psychosociaux? Est-ce que dans des cliniques privées également? Donc, il y a tout dans les CRDM, la possibilité d'avoir des intervenants pour traiter ces diverses facettes. Il y a aussi toute la question des soins de première ligne, clientèle encore plus vulnérable. Donc, à partir de là, est-ce que les personnes qui ont un trouble de l'usage, qui sont traitées avec une molécule, est-ce qu'elles aussi sont accompagnées par rapport à leurs problématiques de soins en santé? Donc, est-ce que les médecins deviennent aussi médecins de famille? Donc, on va retrouver plus dans les GMF, un peu moins dans les CRD, et tout dépendant des cliniques spécialisées, ça aussi, c'est pas toujours uniforme à ce niveau-là. Prochaine diapo. Donc, ce qui nous ramène à l'offre de services interdisciplinaires dans le traitement dans la question, c'est toute la question des attentes dans le long cours. Donc, la particularité, comme je disais tantôt, c'est comment, comme clinicien, on arrive à répondre aux besoins qui évoluent au fil du temps dans un traitement à long cours par rapport à la molécule TAO. Donc, souvent, l'objectif des patients en début de traitement, c'est souvent, j'ai un trouble de l'usage, je vous demande de l'aide, on vous offre, je voudrais avoir une molécule, donc on offre la molécule. Et souvent, l'objectif, c'est l'arrêt du cycle de la consommation, la gestion du manque et tout ça. Donc, quand il y a une période de stabilisation par la suite, on sait que la première année, au niveau des cliniques spécialisées comme la nôtre, ou des clients qui n'ont jamais eu de traitement, ça tourne alentour d'une vingtaine de rencontres en présentiel en moyenne chez un nouveau client. Mais quand il y a une période de stabilisation après la première année, mais là, les rendez-vous sont plus spacés, souvent 2 mois, 3 mois ou 4 mois. Et donc, là, c'est tout réévaluer les attentes par rapport aux patients. Il y a aussi des objectifs des cliniciens, parce que les cliniciens aussi ont des attentes. Donc, c'est peut-être la question d'établir dans un premier temps une relation de confiance, bien sûr de maintenir les personnes en traitement et dans l'optique aussi d'améliorer la qualité de vie des personnes. Mais encore là, au niveau d'encadrement, selon, on se situe dans une clinique spécialisée, dans une GMF ou une clinique privée, il y a toute la question aussi de la tolérance au risque de chaque professionnel qui prescrit la molécule. Donc, ça aussi, c'est un enjeu qui est important, parce qu'on peut travailler dans une équipe avec 5 médecins. Ce n'est pas toutes les personnes qui ont la même tolérance. Ça veut dire que si j'ai un consommateur, je prescris de la méthadone à 120 mg de méthadone, c'est un consommateur d'alcool. Donc, il y a tout ça dans l'encadrement qui rentre en ligne de compte. L'autre élément aussi, c'est que, comme on va voir un peu plus tard, c'est qu'au-delà, quand on a prescrit une molécule qui sauve des vies, disons-le, qui est un des aspects du traitement, on met beaucoup d'emphase sur cette partie-là, c'est la prescription de la molécule, c'est une partie du traitement, mais ce n'est pas l'ensemble du traitement. C'est aussi qu'il faut s'attarder à des espaces cliniques pour s'attarder à la souffrance primaire, au-delà de la maladie chronique qui est le trouble de l'usage. Donc, il faut avoir des espaces pour traiter d'autres éléments. La dépression, l'anxiété, que ce soit au niveau de l'organisation, la désorganisation et tout ça. Donc,
c'est un des gros enjeux qu'on a, et tout l'espace psychosocial associé à ces éléments-là. Bien sûr, il y a toute la question des objectifs organisationnels, toute la question de la qualité versus la quantité. Donc, on a une pression qui vient du milieu dans la mesure qu'on fait face à une pandémie, mais aussi on fait face à des overdoses, on fait partie à des risques importants. Il y a plusieurs décès associés à la consommation des opioïdes, ce qu'on retrouve sur le marché noir, ce qui fait en sorte qu'il y a une pression d'accueillir des clients, mais aussi on est confronté à toute la question de l'accessibilité au traitement en fonction aussi de la difficulté d'avoir du nouveau personnel, de la rétention du personnel. Donc là, on est tous dans la recherche d'équilibre actuellement, post-pandémie, de trouver une offre de services interdisciplinaire qui répond aux besoins de tous et des attentes de tout le monde. La dernière diapo. Donc, au fond, ce que je vous propose comme modèle actuellement de réflexion, je pense auquel je pense qu'il est important de réfléchir tous et chacun, c'est à la base, le suivi des modalités du traitement TAO, qui est en bleu, nous amène aussi à voir que beaucoup d'interventions qui se font au-delà de prescrire un traitement, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations. Avoir toute l'attention. Je ne suis pas capable. Pardon. Je pense que j'ai un TDA. Excusez-nous, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Désolée, je vous inviterai à fermer votre micro. Merci beaucoup. Désolé. OK. On va poursuivre. Donc, les suivis des modalités d'une personne qui est en traitement TAO, il faut juste savoir qu'il y a une organisation de service assez importante. On prescrit une médication pour une période X, il y a une fin de prescription, et là, c'est tout. L'absence au rendez-vous, j'ai vomi ma dose, je dois partir en vacances, je ne peux pas aller chercher ma dose aujourd'hui. Donc, il y a vraiment une organisation quand même assez considérable qui tourne alentour du suivi des modalités de traitement, qui demande souvent l'approche interdisciplinaire. Ce qu'on se rend compte aussi au fil du temps, c'est qu'il y a beaucoup de demandes qui sont orientées sur la molécule en tant que telle. Et ça, c'est un enjeu clinique extrêmement important, surtout sur les personnes qui intègrent nos équipes, disent, tout tourne alentour de la prescription ici, là, tous les autres aspects, comment on les aborde à ce niveau-là. Et souvent, à travers les demandes qui sont orientées à la molécule, on fait face à ce qu'on appelle le sentiment d'urgence. Une personne qui, dans son histoire, a pris des opioïdes, puis qui sait que la prescription se termine aujourd'hui, qui se présente à la pharmacie, qui dit « Oh, j'ai oublié, je n'ai pas ma molécule ». Donc, il y a tout un effet de sentiment d'urgence qui fait que la personne va appeler à plusieurs reprises, va solliciter son pharmacien. Lui-même, le pharmacien devient en urgence. Donc, tout le monde vient en urgence. Donc, souvent, la plupart des situations qu'on a à faire, c'est vraiment dans un sentiment d'urgence. C'est ce qui nous amène à la question de la charge, toute la question de la charge et de la gestion de la charge émotionnelle dans l'équipe interdisciplinaire quand on traite des personnes avec un trouble de l'usage des opioïdes. Cette charge-là étant par rapport au clinicien qui reçoit tous ces éléments-là au quotidien en fonction de souvent ce que le sentiment des personnes vivent, le sentiment d'urgence, mais aussi toute la question de pouvoir aborder ces éléments-là avec une. Donc, les clients, un client qui a une trouble de personnalité antisociale ou un client qui a un état limite ou un trouble anxieux qui vit ce genre de situation ou qui a peur de ne pas avoir sa molécule. Donc, il faut avoir un espace pour pouvoir traiter ces éléments-là avec ces personnes-là, sinon on est toujours dans le cycle de l'urgence. Ce qui nous amène à penser que le plus important à travers ça, c'est comme équipe, il faut toujours être à la recherche d'un espace. Cette recherche-là est extrêmement importante. C'est un espace par rapport à soi, à soi-même aussi, parce que nous aussi, comme cliniciens, on vit une charge émotionnelle dans cette forme d'urgence-là, avec le type de clientèle qu'on a. C'est aussi un espace important dans l'échange avec nos collègues pour ne pas nécessairement porter toujours seul, avoir l'impression qu'on porte seul un client qui vit des difficultés. C'est aussi d'avoir des mécanismes au niveau organisationnel qui nous permettent, qui fonctionnent relativement en TAO, par exemple. Je donne un exemple, c'est que nous, à tous les matins, entre 9h et 9h30, on a à peu près une quarantaine de clients qui vont circuler à la pharmacie pendant la journée, qui vont être rencontrés. Donc, on fait une liste, on s'assoit tout le monde ensemble, et on dit qui vient aujourd'hui. Et ça nous permet, en interdisciplinarité, de dire, moi, j'ai vu cette personne-là la dernière fois, c'est un des enjeux et tout ça. Donc, ça nous permet une complémentarité des informations et tout ça. Et pour ce faire, mais il faut absolument apprendre à mettre des limites, et autant par rapport à soi ou par rapport aux autres aussi. Donc, dans ce cycle-là du suivi, avec une demande qui est souvent orientée sur la molécule, dans une situation d'urgence, où que nous, on vit une gestion de la charge émotionnelle, souvent aussi de la vulnérabilité, on se sent vulnérable aussi par rapport à ça ou impuissant.
Donc, c'est important de pouvoir créer des espaces. L'autre diapo, s'il te plaît, juste peser sur le petit bouton. On va finir avec ça. Si on... Donc, au fond, ce que je voulais vous amener aussi à cet effet-là, c'est que dans la mesure où on n'arrive pas à trouver cet espace-là clinique essentiel au travail interdisciplinaire, ça va jouer sur le sens. C'est la perte du sens qui est, au fond, le cœur de l'expérience, pourquoi on choisit ce métier-là. Donc, je vous invite fortement, en tant que clinicien, dans vos champs respectifs, de mettre l'emphase sur cette recherche de l'espace par rapport au soi et par rapport au client, pour la rencontre du client et de soi-même aussi. Parce que sinon, on a l'impression qu'on est toujours dans une espèce d'envahissement de la demande en fonction de toutes nos réalités cliniques qu'on vit actuellement. Et c'est ce qu'on vit habituellement ou assez fréquemment au niveau du TAO. Et une des solutions que nous, on propose, c'est vraiment de mettre l'emphase sur des espaces cliniques d'échange, un peu comme ce midi, ce que vous faites, pour pouvoir discuter, réfléchir, d'avoir un espace pour soi, pour essayer de donner un sens au travail et aussi de pouvoir mieux accompagner nos clients dans cet espace-là. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Stéphane, pour la présentation. Je ne sais pas si nous avons un collègue qui a un commentaire ou une question pour Stéphane. Et merci pour cette présentation, non seulement sur, oui, le TAO, mais bien sûr sur ce qui entoure tout ça. Là, c'est fort intéressant tout ça. Donc, et éventuellement, là, nous mettrons là, cette capsule là, sur le portail. Merci encore à Stéphane là, pour votre présentation ce midi. Ensuite, quelques petits messages là, avant de clore notre session d'aujourd'hui. Donc, petit rappel, à nouveau, l'année 2023 s'en vient. Donc, nous avons besoin de cas pour le 10 et le 7 février. Aussi, tout à l'heure, on n'avait pas pu le mentionner, mais la capsule et les documents pour les séances là, du 18 et du 25 octobre seront mis sur le portail, mais lorsque certains